est 16h45, bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le grand dossier. Donald Trump dans la tourmente, les affaires embarrassantes s'accumulent, l'exfiltration secrète de son avion présidentiel, mais aussi des tentatives de suicide de soldats américains, d'experts de la cybersécurité. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe dans l'armée américaine. Et puis Trump est toujours empêtré dans le bourbier iranien. La situation autour du détroit d'Ormuz est bloquée. Iran, Trump va-t-il tout perdre ? C'est votre grand dossier ce soir. Il a choisi cette guerre sans plan, sans aucune stratégie, sans la moindre idée de la manière dont il allait assurer la relève des navires. Et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Nos militaires souffrent. Nous ne disposons pas des moyens suffisants pour défendre l'espace aérien autour de nos bases. L'USS Abraham Lincoln en est désormais à son 9e mois en mer. Il a passé 5 de ces mois à mener des opérations de combat. Et la pression qui pèse sur nos militaires et leurs familles ne fait que s'accentuer de semaine en semaine. Et je salue les invités qui m'accompagnent. Arthur Königsberg, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du think tank Eurocréative et consultant en géopolitique. À vos côtés, Grégory Phillips, chef de la rédaction internationale de LCI. Bonsoir. Le général François Chauvency. Bonsoir, général, consultant géopolitique. Aline Lebaille-Crémer, journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Et Nivine Potros est avec nous. Parce qu'on va commencer avec vous, Nivine. Que se passe-t-il donc à bord de l'USS Abraham Lincoln ? Le porte-avions est en mer depuis 9 longs mois, notamment depuis 6 mois sur le théâtre iranien. Et selon des informations de presse, des marins auraient tenté de sauter par-dessus bord. Exactement, il y a quand même un parfum de mutinerie dans l'air et pour cause, vous l'avez dit, voilà 250 jours que les soldats américains sont présents à bord de l'USS Abraham Lincoln. Ils n'ont pas touché la terre depuis, c'est tout simplement un record dans l'histoire moderne, surtout quand on connaît les conditions de vie à bord. On se souvient de ces images de repas rationnés, les douches sont également moisies, il y a peu, voire pas du tout d'eau chaude, les toilettes sont hors d'usage, il y a une pénurie de savon, de dentifrice, de déodorant, mais surtout, les soldats travaillent 12 à 16 heures par jour sans aucun jour de congé. Et ce, je vous le rappelle, depuis 9 mois maintenant. Imaginez 9 mois de travail à raison de 12 à 16 heures par jour, sans repos et sans pouvoir manger à votre faim. Résultat, c'est devenu un supplice pour les 5000 membres d'équipage. De plus en plus d'entre eux ont des idées suicidaires, voire tenteraient un passage à l'acte. C'est le cas du mari d'Annabelle. Cette femme raconte que son époux lui a envoyé un SMS dans lequel il dit espérer ne pas se réveiller demain. Il explique également que il a peur tout simplement que sa carrière prenne fin, qu'il soit renvoyé de l'armée pour inconduite alors qu'il travaille depuis 13 ans simplement parce qu'il est épuisé. Une autre épouse raconte toujours dans la presse américaine que son mari a aidé l'un de ses camarades à ne pas passer par-dessus bord. Des veilleurs de nuit ont également évité un passage à l'acte. Ça fait donc au moins 3 épisodes, 3 incidents de ce type. Il y en a peut-être eu d'autres parce que bien évidemment la marine américaine refuse de communiquer sur des chiffres. Est-ce que la marine répond aux questions des familles ? Alors oui, par l'intermédiaire du secrétaire par intérim de la marine, c'est lui, il s'appelle Hugh Kao, et la semaine dernière il a tenu à San Diego une grande réunion en présence de plus de 200 familles de marine de l'USS Abraham Lincoln. Autant vous dire qu'il a fait face à une pluie de critiques, et parmi les personnes présentes dans la salle, il y a un vétéran, son fils est lui-même soldat, il est à bord de l'USS Abraham Lincoln, et ce vétéran, il est ahuri à la fois par l'épuisement physique mais même psychologique de son fils. Il raconte son quotidien. Ils n'ont pas choisi d'être là, mais ils font de leur mieux. Cela signifie qu'ils ont besoin de carburant pour travailler, c'est-à-dire de la nourriture. Oui, je répète, de la nourriture. Ils ont aussi besoin de dentifrice et de déodorant. Voilà cet ancien combattant qui explique que son fils manque de nourriture, qu'il ne mange pas à sa faim. D'autres parents vont même encore plus loin. Ils accusent directement le président Trump qu'il juge responsable des conditions de vie à bord du porte-avions.
Je ne pense pas que le problème vienne du navire. Je pense que c'est notre président, c'est notre gouvernement qui ne contribue pas à remonter le moral des troupes. Je pense que l'équipage du navire fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose, mais je pense que notre gouvernement devrait en faire davantage pour nos militaires qui se trouvent là-bas. Voilà, les mots sont forts à l'image de la colère donc des familles de ces soldats, ces 5000 soldats qui, je vous le rappelle, ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux et donc retrouver leurs proches. Merci beaucoup Nivine Potros. Arthur Koenigsberg, d'abord, est-ce que ça vous étonne ce qui se passe et est-ce que c'est marquant? Ça vous marque? Non, c'est pas si étonnant que cela, parce que l'armée américaine a déjà été confrontée à ce type de difficultés en 2022 avec un porte-avions, le porte-avions Washington, mais qui lui était en maintenance. C'est-à-dire qu'il était en process de réparation à quai, et donc il y avait des centaines de soldats qui se plaignaient des conditions défavorables, même déplorables, des douches, des sanitaires, le fait qu'ils n'avaient pas une solde à la hauteur de leur métier, qu'ils faisaient un métier qui était différent de celui de soldat, parce qu'on est sur un chantier ou d'un porte-avions qui est en maintenance, c'est complètement différent du métier de militaire. En 2022, il y avait donc une enquête qui avait été diligentée et qui avait montré qu'effectivement la marine américaine avait de grandes difficultés dans ce que on peut appeler le management de ces soldats. Là, la différence, c'est que ce bâtiment, ce porte-avions, il est en mer. Et ce qu'on observe, c'est quand même une sorte d'épuisement opérationnel de la marine américaine d'un point de vue psychologique de ces soldats et de ces témoignages. On se souvient du porte-avions, le Ford, qui avait été déployé en mer près du Moyen-Orient après la décision de Trump de cette guerre contre l'Iran, alors que ce porte-avions avait déjà été en Europe, dans les Caraïbes, après au Venezuela. Ensuite, il a été en Iran, plus de 300 jours en mer avant d'être finalement relevé. Et aujourd'hui, ce navire-là, ce porte-avions, ça fait plus de 200 jours qu'effectivement cet équipage n'est pas relevé. Oui, ça dit quelque chose. 250 jours, ce qui fait 9 mois général, pour qu'on comprenne bien, 9 mois sans mettre le pied à terre, quasiment, c'est une durée absolument exceptionnelle. Oui, comme le porte-avions Ford, qui a lui dépassé largement les 300 jours. La règle, normalement, dans une opération militaire, c'est qu'on assure les relèves au fur et à mesure de l'opération. Une relève, c'est tous les 4 ou 6 mois. Là, les Américains ont quand même entre 10 et 11 groupes aéronavals. Là, il y en a un qui est déployé, qui a des soucis de ressources humaines et de comportement, je dirais, de gestion, finalement même de l'intendance. Enfin, c'est beaucoup plus d'une question d'intendance que j'entends. Et il y a une usure du personnel opérationnel, comme vous l'avez très justement dit. Au bout de 8 à 9 mois, de toute façon, n'importe quelle unité, surtout sur un bateau, on est un peu enfermé quand même, n'importe quelle unité finit par avoir, je dirais, des problèmes moraux. Alors, on a quelques cas. Alors, le quelques cas ne veut pas dire qu'il y a mutinerie à bord. Il y a quand même une grande nuance entre les deux. Donc, on peut s'étonner d'abord, qu'il n'y ait pas eu une relève organisée, planifiée, mais ça, c'est pas le travail théoriquement de Donald Trump, même s'il est chef des armées, c'est le travail du chef d'état-major des armées d'assurer cette relève. Alors qu'il y ait peut-être une responsabilité politique après, où il a interdit pour une raison X ou Y que ça se passe comme ça, c'est possible. Mais objectivement, c'est le chef d'état-major des armées américaines qui a la responsabilité d'assurer cette relève. Donc si elle n'a pas été faite, il y a une faute de commandement. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, je viens de parler de l'intendance. Tout ce que j'entends dire, effectivement, c'est des problèmes d'intendance. Et effectivement, il y a déjà eu ce cas où on peut s'étonner que sur un navire ou une flotte américaine aussi importante, qu'on n'est pas capable d'assurer la logistique. D'abord en alimentation, parce que le soldat il mange, voilà, il a besoin de manger, d'abord ça l'occupe, donc c'est important qu'il puisse manger, et ensuite n'oublions pas qu'il se prépare au combat. Et aller au combat, ça veut dire qu'on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Et là, manifestement, il y a une grande faiblesse d'usure, et l'usure, alors avec ses cas particuliers, bien entendu, mais qui remonte jusqu'à la présidence. N'oublions pas quand même que Donald Trump, c'est le chef des armées, donc il est quand même responsable. Mais en tout état de cause, pour moi, il y a des fautes au moins de commandement dans le suivi, je dirais, le facteur humain, le respect du facteur humain, et puis peut-être ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, quelque chose de fondamental. Bon, d'accord, le soldat, il fait ce qu'on lui dit, mais c'est quoi la mission ? Et la mission, ça motive quand même les troupes. S'il n'y a pas de mission claire, on se fatigue. On reviendra sur ce point tout à l'heure.
Aline, que sait-on sur ce que vivent ces soldats à bord en termes de pression, de stress, au-delà de cet aspect de nourriture ? Selon les témoignages, on sait donc que le catering, la restauration laisse fortement à désirer. Et là, c'est vrai que les images sont frappantes de l'indigence de ce qui est proposé, parce qu'en effet, c'est extrêmement important. Pour exemple, je fais par parenthèse, en Ukraine, ce type de plateau repas susciterait une révolte. Donc c'est extrêmement important, parce que ça participe des bonnes conditions physiques, psychologiques. Enfin, c'est le carburant quand même majeur pour les soldats. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du spectaculaire, y compris pour la société américaine. Ensuite, ce qu'on sait de ce type de mission, oui, ce sont des conditions dans lesquelles les soldats sont plongés très isolés, avec de la promiscuité. Donc, quand on entend parler de manque de produits d'hygiène de base, oui, on imagine bien qu'au bout d'un temps aussi long, parce que c'est la question de la durée, et de rappeler tout de même qu'à la base, il était question du côté des responsables, donc il y a l'état-major et la présidence américaine, ça devait être de courte durée. Et là, finalement, avec des va-et-vient stratégiques, des retournements d'avis, est-ce qu'on frappe, est-ce qu'on arrête, etc. Donc ça ajoute, à mon sens, un épuisement psychologique de on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est, qui est par ailleurs transversal à d'autres secteurs de l'armée, notamment au sein des unités qui s'occupent de la cybersécurité. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, et donc il y a quand même un nuage de points qui vient dire que c'est la question du long terme de ces opérations qui n'ont pas été annoncées comme telles, mais plutôt comme extrêmement courtes, se heurtent au quotidien et à la logistique basique en fait pour les êtres humains qui sont déployés. Qui sont à bord. Vanessa, et pas seulement à bord, puisqu'il y a la cybersécurité. Vanessa Biard-Schaeffer, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente des Republicans Overseas France, donc le parti du président Trump. D'abord, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des problèmes à bord de l'USS Abraham Lincoln? Est-ce que vous avez des remontées? D'abord, je dois avouer que ce n'est pas un sujet que j'ai suivi particulièrement. Je ne suis pas une spécialiste des affaires militaires et bien que j'ai suivi ce qui se passait au Moyen-Orient, je n'ai pas particulièrement suivi ces sujets. Donc j'en ai pris connaissance plus en détail aujourd'hui avec vous et j'en conclurai que l'USS Lincoln en fait a été détourné, était en mer de Chine et parti sur les théâtres des opérations au Moyen-Orient et je pense que ce qui a dû se passer, c'est que sa mission a été prolongée beaucoup plus longuement que ce qui avait été prévu au départ, ce qui devrait certainement expliquer des défauts de logistique. Pour le reste, sans faire de commentaires déplacés et sachant quand même que ce sont des sujets très sérieux et que la santé mentale et physique des militaires peut être mise à rude épreuve, nous ne sommes quand même pas dans les conditions des tranchées de la Première Guerre mondiale. Général, comment sont accompagnés comment sont accompagnés les soldats, les marins qui sont à bord et qui souffrent d'un point de vue mental, on l'a vu avec les témoignages de Nidine. D'abord, il y a un premier point important, l'encadrement est là justement pour accompagner les hommes qui sont commandés. Donc déjà l'encadrement, que ce soit des officiers mariniers ou des officiers, c'est leur job. Il y a aussi sans doute une responsabilité des adjoints des unités, des sections. Voilà. Donc déjà les cadres, officiers, sous-officiers, ont cette mission-là d'accompagner leurs matelots, même si les cadres ne sont pas exempts finalement aussi d'une certaine usure. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre de systèmes. D'abord, il y a le système des aumôniers, qui est très important aux États-Unis. Quelle que soit la religion, les aumôniers prennent en charge, je dirais, le côté spirituel des matelots ou de tout marin qui le souhaiterait. Et c'est extrêmement important au sein des États-Unis. On a aussi ça dans l'armée française, n'oublions pas. Et puis, sans qu'il y ait des références que nous on appellerait environnement humain. On a créé ça il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les adjoints des unités, au moins dans l'armée de terre, ne pouvaient pas tout faire, par exemple, et qu'il était bien d'avoir des gens un peu plus spécialisés. Et donc, il y a cet accompagnement. Et je crois que dans l'armée américaine, il y a ce type de fonctionnalité. Il y a des alors, je ne connais pas leur fonctionnement exact, mais il me semble qu'il y a bien des références que je qualifierais environnement humain pour accompagner, parce qu'on n'est pas obligé d'aller voir le prêtre pour résoudre ses problèmes psychologiques, psychiques et autres. Et puis, dernier point quand même, n'oublions pas qu'il y a des médecins à bord. Vous avez un service médical très important sur ce type. Donc vous avez forcément des experts médicaux aussi qui peuvent accompagner. Donc vous avez cet ensemble psychologique, moral,
sanitaires qui peuvent accompagner le marin qui est en difficulté. Il y a une étude qui a été menée l'an dernier qui s'est penchée sur les facteurs de stress spécifiques auxquels sont confrontés les marins en déploiement, ce qui revient le bruit, le manque de repos, l'insuffisance des soins de santé mentale et physique. Donc on voit là que dans l'accompagnement, il peut y avoir des failles parfois, Aline. Oui, c'est manifestement un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, la question de la santé mentale, de cet encadrement. Il y avait notamment eu des fonds dédiés après justement plusieurs rapports à la matière qui se chiffrent en millions de dollars. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il y a plusieurs institutions qui ont essayé de résoudre ce qui se pose, c'est-à-dire quand même d'essayer de faire que les soldats soient dans des conditions qui impliquent quand même la notion du bien-être. Voilà, ce qui n'était pas le cas en 14, on entend bien, mais ça va aussi avec la modernité de nos époques où les soldats n'acceptent plus certaines conditions qui étaient imposées avant. C'est aussi des avancées de la démocratie dont les soldats font partie. Ensuite, il y a aussi en ce moment, et notamment je l'ai lu dans le Wall Street Journal, en fait, ces dernières heures, voilà, tous ces nuages de points qui viennent dire qu'il y a quand même un problème sur cette question-là dans les armées, vont être a priori quand même sous les sunlights, si je puis dire, de la Chambre des représentants, où des choses sont en train d'être débattues, décidées, et surtout on interroge le Pentagone pour essayer d'avoir des réponses, et les familles qui viennent à s'exprimer là-dessous rajoutent une couche d'urgence à résoudre de façon institutionnelle ces questions-là. La presse américaine s'en fait l'écho. Certains Américains sont touchés par ces histoires, d'autant plus qu'ils ont un lien fort avec leur armée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça ne concerne pas uniquement les 5000 marins qui se trouvent depuis 9 mois sur ce bateau. C'est aussi leurs familles, leurs proches. Et d'ailleurs, ce sont des familles qui montent au créneau pour dénoncer les conditions de vie et de travail de ces soldats. Et oui, vous avez raison. C'est quand même une image qui est assez dégradée quand on voit les plateaux repas, quand on entend les témoignages, quand on connaît l'attachement des Américains à leurs soldats, à leurs militaires. Il suffit que vous preniez un avion de ligne aux États-Unis, il y a 3 militaires à bord, 3 soldats, le commandant de bord va les saluer au micro et l'avion va les applaudir. Donc il y a un vrai lien entre les États-Unis et leur armée, et c'est sûr que ça donne vraiment une mauvaise image d'entendre que ces soldats sont, alors pas maltraités, mais en tout cas ne sont pas bien traités avec des questions d'intendance, de logistique, etc. Vanessa Bier-Schaeffer, que répondez-vous aux critiques des opposants, notamment, mais pas seulement, des observateurs qui disent Trump a aussi une part de responsabilité dans le manque de lisibilité de sa stratégie. Est-ce qu'on va poursuivre cette guerre en Iran ? Est-ce qu'on va arrêter ? Est-ce que demain on sera encore mobilisé ou pas ? Il y a deux questions distinctes. S'il y a des problèmes de logistique et de maintenance, etc., c'est un problème qui doit se résoudre à l'intérieur du ministère des Armées et dans le milieu militaire. Votre analyste avait tout à fait raison en disant que Trump n'est pas responsable de tout et n'est pas à la tête de tout, ce qui serait humainement impossible. Maintenant, je reste persuadée que le conflit au Moyen-Orient devait certainement s'arrêter plus tôt. Il a été prorogé. Il continue à l'heure actuelle et on ne sait pas quand il va s'arrêter. Maintenant, dans tout conflit et conflit mondial, maintenant on peut le dire, est-ce que qui peut savoir quand un conflit s'arrête ? Est-ce que c'est seulement les Américains qui peuvent décider de l'arrêt du conflit ? C'est la question ouverte que je fais. Il est vrai que Trump, lors de sa campagne, et sa base MAGA en est tout à fait, le suivrait tout à fait dans cette direction-là. Trump avait dit « je suis contre les interventions militaires à l'étranger de longue distance et sur un laps de temps trop prolongé ». Or, nous avons 2 conflits à l'heure actuelle qui perdurent, celui au Moyen-Orient et celui en Ukraine. Et la base MAGA, je pense, au mi-terme, va faire savoir quel est son avis sur la question, et je crains que les mi-termes soient très difficiles pour le clan républicain et Trump. Alors, on va aller du côté de Washington. Merci beaucoup, Justine Jankowski, d'être avec nous. Il y a une autre affaire qui, celle-ci, a été révélée par le média Bloomberg. C'est le commandement américain de la cyberdéfense qui fait face à une vague de suicides. Racontez-nous.
Oui, effectivement, c'est un article de Bloomberg qui révèle qu'il y a eu une vague de suicides dans cette branche de la cyberdéfense américaine qui se trouve d'ailleurs pas très loin d'ici, de Washington. Elle est située dans le Maryland. Pour le contexte, c'est une unité qui est chargée de à la fois défendre les services informatiques américains, mais aussi de lancer des piratages, des cyberattaques contre les ennemis des États-Unis, donc par exemple l'Iran. Et ce que cette enquête révèle, eh bien, c'est qu'il y a eu 5 suicides au cours du mois de juin dernier, donc sur une période très rapprochée, des suicides en série, dont un sergent-chef qui s'apprêtait à fêter ses 37 ans et qui a été retrouvé décédé chez lui après 4 jours sans avoir donné de nouvelles. Alors comment expliquer cette vague de suicides ? Il y a plusieurs pistes envisagées. D'abord, il y a une charge de travail qui a explosé ces derniers mois, pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de la guerre contre l'Iran, mais aussi à cause d'une IA qui est de plus en plus performante et contre laquelle il faut lutter. Et puis, il y a aussi un témoignage anonyme qui parle de perte de personnel, enfin de pénurie de personnel chronique au sein de ce département, de l'incapacité à faire des pauses régulières. Il faut aussi imaginer que c'est un service qui est loin des lignes de front, mais qui exerce quand même des missions top secrètes et des missions sous haute pression. Et on imagine bien sûr que ça, eh bien, ça a un impact sur la santé mentale des employés, en tout cas assez pour alerter le Pentagone, qui définit cette vague de suicides comme une série et qui demande des mesures pour y faire face. Le Pentagone qui n'a pas voulu donner plus de détails à la presse américaine. Merci beaucoup Justine, vous restez avec nous, on se retrouvera dans un petit moment. Je lisais ce témoignage d'un psychologue ancien employé militaire qui a mené une étude en 2025 auprès de 50 cyberopérateurs américains sur les symptômes. Ils souffrent d'insomnie, de perte de mémoire, de rumination et de problèmes de santé. Arthur, je vous voyais réagir quand Justine a parlé donc à la fois du contexte géopolitique, beaucoup de travail, mais aussi de l'IA. C'est-à-dire il semble y avoir une conjonction de facteurs. Oui, c'est exactement ça. Il y a une conjonction de facteurs qui créent dans ces divisions des multiples forces armées, pas seulement les forces armées américaines qui sont concernées par cette multiplication des facteurs. On peut le voir aussi en Ukraine notamment. Et ce terme qui revient sans cesse, même par exemple chez les opérateurs de drones qui le font soit via des casques, soit par intelligence artificielle, c'est ce terme de la surcharge cognitive. Aujourd'hui, effectivement, le numérique, le cyber, l'intelligence artificielle peut créer une surcharge cognitive chez le soldat, notamment les soldats qui ne sont pas forcément préparés ou formés à ce type d'opération. Donc il n'est pas du tout étonnant que cette division cybernétique des forces américaines soit effectivement aujourd'hui en souffrance dans un domaine qui est en totale mutation. Effectivement, l'émergence de l'intelligence artificielle ces derniers mois change énormément de choses dans ce champ. Donc on peut largement imaginer que ces divisions sont sous-staffées, qu'il n'y a pas suffisamment de soldats pour faire face à la multiplication des menaces et que la surcharge devient beaucoup trop haute et qu'on a ce genre de drame. Pour qu'on comprenne bien, ces gens-là, ils travaillent derrière un ordinateur, Grégory ? Oui, essentiellement, mais ce sont des soldats qui sont affectés à ces tâches. Je crois que plus globalement, tout ce dont on parle depuis le début de cette émission montre qu'il y a quand même un certain malaise au sein de l'armée américaine. Rappelons que le secrétariat à la défense a été rebaptisé secrétariat à la guerre. Rappelons que le nouveau ministre de la guerre s'appelle Pete Hegseth et il y a quand même une pression qui est exercée d'abord sur l'état-major. On a vu quand même une valse des généraux à partir du moment où vous n'étiez pas aligné sur ce que dit l'administration Trump. Donc au plus haut niveau, vous avez quand même beaucoup de changements et à un niveau plus bas, je rappelle quand même que Hegseth, par exemple, a fait pression sur ses soldats sur des questions de surpoids. C'était l'été dernier. Demandant à ses militaires de ne pas dépasser un certain poids. Cet été, il a annoncé qu'il allait faire passer aux soldats de plus de 30 ans des tests de testostérone pour vérifier qu'ils étaient, alors je ne sais pas bien exactement à quoi ça correspond, mais assez virils, avec une approche assez viriliste du métier de soldat. Donc vous avez quand même au sein de l'administration américaine, et là pour le coup les responsables politiques en portent une certaine responsabilité, je pense une pression accrue qui est faite sur tous les soldats de l'armée. Alors justement, on va l'écouter, Pete Hegseth. Et pour concrétiser cette vision, nous devons d'abord relever notre principal défi, un système de gestion des talents obsolètes qui n'a pas encore réussi à soutenir nos missions les plus importantes, à savoir nos collaborateurs, nos cyberguerriers.
Voilà, donc il n'évoque pas spécifiquement les suicides, mais il reconnaît que le personnel du commandement de la cyberdéfense n'a pas été assez soutenu face à la charge de travail et face aux difficultés qu'il rencontre. Oui, il est obligé de le reconnaître parce qu'y compris l'enquête de Bloomberg s'appuie aussi sur des sources et des archives qui sont publiques. Qui est mort à quel endroit, enfin voilà, il y a des données extrêmement concrètes et encore une fois des familles qui entendent bien essayer d'accéder à une certaine vérité. En tout cas, ce qui ressort de cette question qui concerne les forces de cyberdéfense états-uniennes, il y a la question de la charge de travail inouïe qui s'est abattue en matière de guerre hybride, en matière de gestion et de protection face à l'intelligence artificielle, avec des attaques. On a parlé, par exemple, des stations qui rendent potable l'eau dans plusieurs États qui ont été attaqués. Donc tout ça s'ajoute, sachant que ces forces-là accompagnent aussi d'un point de vue opérationnel, même à distance, les interventions américaines. Donc ce que l'on comprend, c'est qu'il y a un manque parce que la durée de relève et aussi de commandement formé, d'encadrement, de personnel compétent à certaines étapes de l'organisation de ces cybersécurités, sachant que ce sont des postes qui impliquent d'être, certaines fonctions sont très secrètes, donc de l'isolement, des bunkers sans fenêtres, et c'est pas extrêmement connu pour un bien-être absolu en matière de santé mentale. Donc il y a tout ça qui s'ajoute à la facture, si je puis dire, qui est présenté désormais à l'état-major et à Donald Trump aussi. Et je salue Vincent Crouzet qui nous rejoint, expert en renseignement, écrivain, auteur de l'ouvrage « Le jour où je suis devenu espion ». Merci beaucoup Vincent d'être avec nous. Bonjour Céline. On a parlé de ces soldats à bord de l'USS Abraham Lincoln, certains qui ont des pensées suicidaires. Ouais. On parle maintenant de ces soldats qui bossent dans la cybersécurité, la cyberdéfense aux États-Unis, et là aussi, vague de suicides avec 5 morts ces dernières semaines. Ça nous interroge sur l'état de l'armée américaine. Ah oui, d'autant que l'armée américaine, vous savez, est aussi une force logistique. Moi, je me souviens en Afrique, dans certains maquis africains qui étaient soutenus par l'armée américaine et par la CIA, des choses invraisemblables, avec des conteneurs qui arrivaient avec 6 mois de Pizza Hut, avec les chambres froides et donc pour réfrigérer les Pizza Hut, les McDo, etc. Et sans ça, les Américains, ils savent pas trop faire la guerre. Donc je comprends le choc des marins, 252 jours, vous vous rendez compte, sans revenir à terre. Et j'allais dire, et la tendresse, bordel aussi, parce qu'il faut en parler aussi. Il y a des conjoints, il y a des petites amies, il y a des épouses. Il y a sans doute des familles, effectivement, qui sont loin, et des enfants, peut-être, voilà. Bien entendu, c'est tout un... Et donc, moi, je comprends qu'au bout d'un certain temps, les hommes à bord finissent par craquer. Comment vous expliquez ce décalage de l'image de l'armée américaine ? On se dit, c'est une armée puissante, et ces témoignages-là qui arrivent. Alors, sous le contrôle de François Chauvency, vous savez, il y a un combattant, un homme au front, pour 10 derrière qui le soutiennent dans l'armée américaine, vous vous rendez compte ? Et là, apparemment, le compte n'y est pas du tout. Alors c'est vrai que là, on est très loin de toute ligne de ravitaillement logistique, etc., dans le golfe d'Oman. Il y a une emprise navale qui est très forte, mais qui est à la fois française et chinoise, qui est à Djibouti, qui n'est pas loin, mais qui n'est pas américaine. La base navale la plus proche, qui est à Bahreïn, qui est donc l'état-major de la 5e flotte, les navires ne peuvent pas passer très librement le détroit d'Ormuz en raison de la menace iranienne. Avec tout ça, on en arrive à cette situation qui est extrêmement difficile pour l'US Navy. Général, est-ce que c'est inquiétant ? Alors, c'est inquiétant. Alors, d'abord, il y a quand même une base américaine à Djibouti. Ils sont aussi à Djibouti. Donc, ils nous ont pris quand même un emplacement assez important, ils payaient plus que nous. Alors donc, il y a une possibilité depuis bien longtemps en plus. Voilà, et puis même des Allemands d'ailleurs. Voilà, donc oui, il y a des enceintes. Mais enfin, dans la question, moi, je la mets pas du niveau, alors d'abord politique, je la mets vraiment au niveau intendance. Le mot que j'utilisais tout à l'heure, on peut dire aussi logistique. Enfin, sur un bateau, normalement,
tout est prévu pour que ça fonctionne normalement. Et je dirais, moi je sens que c'est plutôt d'une part l'appro extérieur qui ne se fait pas, c'est-à-dire les navires de ravitaillement. Vous avez des navires ravitailleurs dont c'est le job, de ravitailler les bateaux de guerre en quelque sorte. Et puis à bord il y a un fonctionnement. Et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une défaillance du ce qu'on appellerait chez nous du commissariat, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la logistique, donc du côté américain. Et c'est là que je verrais, parce qu'avec tout l'argent qu'on met dans l'armée américaine, quand même on est à 1000 milliards de dollars quand même. On pourrait quand même supposer que au moins au niveau du petit soldat ou du matelot, il a de quoi manger normalement, et que la logistique, qu'il a effectivement ses produits de toilette, c'est des choses élémentaires. Vous savez, il y a toujours une sorte d'économat, une sorte de magasin sur le navire où on peut justement acquérir ce genre de produits pour sa vie courante. Donc pour moi, il y a un problème de logistique. Alors je dis maintenant que c'est grave parce que ça s'est déjà produit. Ça peut arriver une fois. Je veux bien comprendre que parfois il y a des erreurs de fonctionnement, mais quand ça arrive 2 fois. Avec un niveau d'engagement tel que le connaissent l'armée américaine aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que ça puisse se répéter. Et là, je me dis quand même, parfois, il y a peut-être un grand dégagement à faire, un grand nettoyage, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Très honnêtement. Alors, il y a ceux qui n'ont pas fait leur boulot en tant que chef opérationnel, en disant, j'assure le bien-être de mes soldats, parce qu'un soldat qui est maltraité ne se bat pas bien. Et puis ceux dont c'est le boulot, finalement, d'apporter ce bien-être aux soldats. Et là, je pense qu'il y a une enquête, sans doute, américaine qui va se pencher sur la question, pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné correctement. Allez, on va maintenant aller sur le terrain. Trump qui est toujours empêtré dans ce bourbier iranien malgré ses déclarations triomphantes, positives sur Truth Social. Les États-Unis exercent un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, dit-il. Je crois que nous le conserverons. Merci beaucoup Margot Perry d'être avec nous. Vous êtes à Doha. Quelle est la situation réelle dans ce détroit d'Ormuz qui est, on le sait, le grand enjeu du conflit? Actuellement, seule une dizaine de navires par jour passent dans le détroit d'Ormuz, selon le site Marine Traffic. C'est donc toute l'économie mondiale qui reste paralysée par ce conflit, mais surtout par cette guerre de communication. Effectivement, Donald Trump a encore affirmé qu'il a le contrôle total du détroit d'Ormuz et qu'il compte bien le garder. À cela, il ajoute que les pays définiraient son blocus naval comme un mur d'acier. Effectivement, il y a quelques jours, il a encore frappé avec son armée sur un navire qui tentait de s'approcher d'un port iranien. Mais vous l'imaginez bien, de l'autre côté, on réfute ces affirmations et on affirme que tant que le blocus ne sera pas levé et tant que les États-Unis ne plieront pas sur tout un nombre d'autres points, eh bien le blocage du détroit d'Ormuz restera tel quel, contrôlé et verrouillé par les gardiens de la Révolution. Garde donc à tout pétrolier qui tenterait de passer sans autorisation iranienne, notamment par les voies omanaises. Alors ici, forcément, dans la région, les pays du Golfe sont très dépendants de cette voie et affirment toujours aller dans le sens de toute déclaration qui confirmerait une réouverture du détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Margot Perry avec Olivier Martin, Vanessa Biard-Schaffer. Quand on lit du coup les déclarations sur Truth Social de Donald Trump, on a l'impression que c'est de la méthode Coué au vu de la réalité sur le terrain. Vous êtes dans un bras de fer et personne ne veut lâcher. Donc le détroit est bloqué, ce qui est d'ailleurs très inquiétant parce que ça veut dire qu'au niveau du trafic commercial et de la logistique, le trafic s'est effondré. Donc nous allons avoir certainement des conséquences dans l'automne. Donc quelles que soient les déclarations des deux côtés, la réalité du terrain, c'est que le détroit est bloqué. Alors est-ce qu'il est contrôlé par les Américains, il est contrôlé par les Iraniens ? Je ne suis pas au poste de commande, mais le résultat est que pour l'instant, on est dans le bras de fer. Et on ne sait pas comment on va sortir de ce bras de fer. Arthur Königsberg, qui a les cartes en main ? Les Iraniens, les Américains Il y a une multitude d'acteurs qui ont des cartes en main et des cartes différentes en main. Ce qui est vraiment complexe sur ce détroit d'Ormuz, c'est qu'il n'est pas complètement bloqué, il n'est pas complètement ouvert. Et c'est-à-dire que à la fois la communication américaine et à la fois la propagande iranienne ne sont pas du tout totalement dans le vrai. Et il est très difficile d'avoir des informations exactes et fiables sur le nombre de barils qui passent Ormuz, ce détroit, chaque jour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas 0 baril qui passe et qu'effectivement, les cours du pétrole, si aucun baril ne passait ce détroit d'Ormuz, les prix du pétrole s'envoleraient instantanément. Les cours du pétrole s'envoleraient. Aujourd'hui, on a un marché qui est certes difficile, mais les cours
ne s'envole pas. Des millions de barils continuent de passer ce détroit d'Ormuz. Mais il n'y a aucun des deux belligérants ou des autres belligérants de la zone qui contrôle réellement ce détroit d'Ormuz. Et il faut sortir de cette guerre informationnelle entre les États-Unis et l'Iran. Grégory, Trump entend appuyer sur le levier économique, donc il poursuit son blocus américain dans ce détroit. Est-ce que ça peut fonctionner? Et est-ce que les dirigeants aujourd'hui en Iran regardent ça, s'en préoccupent? Bon, Trump fait le pari d'un effondrement économique de la République islamique d'Iran. Depuis quelques jours, en tout cas, il semble avoir plutôt privilégié cette option plutôt qu'une reprise des frappes. La difficulté, c'est que cette économie iranienne s'est déjà adaptée, notamment aux sanctions internationales. Ils ont trouvé des voies de contournement. Il y avait un très bon papier dans le Wall Street Journal hier matin qui expliquait comment l'Iran était entré en mode d'économie de survie, avec peu d'investissement, avec le détournement des sanctions, et ça, les Iraniens sont quand même passés maîtres pour le faire, notamment en trouvant d'autres voies pour commercer avec des pays tels que la Chine ou l'Inde. Donc, l'économie iranienne, semble plus résistante que ce qu'on pensait. Un peu comme les gardiens de la Révolution, après plusieurs semaines de frappe, on s'est dit ils ont une capacité de résilience assez forte. Il semble que l'économie du pays avait été organisée de façon à supporter des pressions maximales. Donc le pari de l'effondrement économique semble en partie fonctionner, mais combien de temps ça va prendre? C'est ça la question. Vincent, on va regarder ensemble l'un des derniers messages du ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, qui dit « Les États-Unis se trompent depuis longtemps dans leurs calculs en raison d'échecs du renseignement. Exemple typique, la guerre contre l'Iran. Maintenant, une erreur de calcul encore plus grave sur le détroit d'Ormuz. Pire que les fausses nouvelles, c'est le faux renseignement. Soyez prudents. » Comment vous lisez ce message du ministre des Affaires iranien? Je suis pas d'accord avec Abbas Araghchi. Je pense pas que ce soit un échec du renseignement, c'est un échec du commandement en général, du commandement et des choses illisibles en fait que les forces américaines, à la fois les forces armées, mais aussi le renseignement américain, doivent subir quand même maintenant depuis février. C'est extrêmement difficile. Ça permet de revenir d'ailleurs à la crise sur le Abraham Lincoln, et c'est ce que disait François tout à l'heure. Quand il n'y a pas de mission claire, de toute manière, ça peut pas fonctionner. Bon, le renseignement a bien fonctionné. On met en cause aussi le renseignement israélien qui aurait trompé la CIA et les Américains. D'ailleurs, la CIA a fait pression sur le Mossad pour que le Ramsad, donc le patron du Mossad, qui s'appelle Roman Goffman, a limoge donc ses deux principaux collaborateurs, son directeur adjoint et puis aussi son chef de mission Iran, qui avait la haute main justement sur l'espionnage en Iran et sur l'infiltration de la société et des hautes sphères iraniennes. Donc les Américains ont fini par avoir la peau de ceux qui désignent comme les responsables apparemment de l'échec, mais je pense que c'est surtout un problème de management et de commandement qui altère justement les capacités américaines et israéliennes. J'ai l'impression que le général est d'accord avec vous. Oui, tout à fait, parce que le renseignement, bon, ça fonctionne, on l'a bien vu de toute façon, le renseignement, il y a les éléments, on a à peu près ce qui fonctionne, ne fonctionne pas en Iran, mais la question... s'il n'y a pas de mission claire, comment voulez-vous faire la guerre correctement? Et ensuite, on s'est posé je ne sais pas combien de questions quand on a vu la manière dont se jouait l'armée américaine dans le Golfe. Un jour, on arrête la guerre, le lendemain, on recommence, on frappe à tel endroit, et puis il y avait c'était un petit peu un brouillard complet dans le mode de fonctionnement. Et je pense que les chefs d'état-major, et notamment Dan Kane, a quand même bien dû dire au président des États-Unis, bon voilà, option 1, option 2, option 3 éventuellement, et on fait ou on fait pas. Et je crains que, comme on voit Donald Trump tous les jours, c'est qu'au fur et à mesure des jours, il remettait en cause les plans qui avaient été arrêtés. Or, quand vous faites une planification militaire, ce n'est pas sur 24 heures, c'est sur une longue période dans ce contexte-là. Et Vanessa Biard-Schaeffer, vous n'êtes pas du tout d'accord avec nos experts en plateau. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vos experts, qui sont quand même connaissent bien leur sujet, je ne connais pas de... Attendez, je pense qu'il y a un problème d'écran, vous me voyez? Oui. Bon. Oui, on vous voit très bien. Je crois qu'on ne communique pas ces plans militaires aux ennemis, ou aux adversaires. Je ne vois pas de
ils vont pas vous donner leur mission, leur objectif clairement en disant voilà ce que nous allons faire. Je ne connais pas de situation, en tout cas de conflit militaire, où on va donner à l'adversaire, au contraire, brouiller les pistes, donner des messages contradictoires. C'est le meilleur moyen pour que l'adversaire ne sache pas quelle est notre position réelle. Deuxièmement, je pense que c'est une erreur, c'est un biais cognitif que de penser que le blocage d'Ormuz n'est pas un objectif. Alors, je n'en dirai pas plus, il faudrait aller plus dans le détail de cette réflexion-là, etc. Mais il y a un enjeu de maîtrise, de contrôle de l'énergie et des routes commerciales qui fait que peut-être le détroit est bloqué plus longtemps qu'il ne faudrait, mais est-ce que ça ne vaut pas ce sacrifice, et les sacrifices que nous allons devoir faire au point de vue économique pour une maîtrise de la zone et des routes commerciales? On verra comment quand votre autre analyste dit que le pétrole passe encore, etc., certainement, mais je n'en suis pas tout à fait sûre parce que la chute du transit commercial par le détroit d'Ormuz est énorme et je pense que nous fonctionnons pour l'instant sur des réserves. Sauf que nous ne connaissons pas l'état de ces réserves. Et quant au prix du pétrole, je dois dire que la formation des prix est assez obscure. J'en terminerai sur un autre point assez rapidement, parce que je ne sais pas si je reprendrai la parole. Je suis un petit peu surprise, et pour dire pas plus, de votre titre. Les soldats US entrent en colère et dépression et seraient prêts à se rebeller. C'est pas les révoltés du Bounty. Nous sommes dans une guerre. Il y a des gens qui s'engagent dans l'armée sans forcément savoir ce que ça représente. Et moi, je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans l'armée. Mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir des moments très difficiles, en tout cas dans les premiers mois et premières années d'un engagement militaire, et que tout le monde n'est pas fait pour ce métier qui est devenu en plus très professionnel. Si on s'intéresse un peu à l'histoire de la guerre et des conflits, on voit que c'est quand même malheureusement courant que des soldats se suicident, sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Et peut-être qu'il faut effectivement trouver que l'époque est plus intéressante et plus ouverte du fait qu'on parle de la détresse morale et personnelle de certains engagés, certains personnels militaires. Voilà, je vais à peu près Vanessa Biard-Schaeffer. Alors, pas mal de réactions en plateau après votre intervention. Oui, non, mais moi je veux simplement réagir. D'abord, quand on parle de mission, c'est pas la mission détaillée sur un champ d'opération. C'est simplement que la mission générale n'était pas très claire. Quand on arrête un conflit au bout de 10 jours ou 3 semaines ou un mois et qu'on reprend après avec tout un autre format, c'est que effectivement la mission stratégique, non pas la mission militaire au sens tactique, n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. Et les missions secondaires, c'est autre chose. Deuxième point aussi, je partage assez ce point de vue que tout le monde n'est pas apte à être militaire. Ça se saurait d'abord. D'un autre côté, c'est le problème du commandement, de la sélection, du recrutement pour dire un tel, on va pas le prendre et l'accompagner une fois qu'il y est. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas à leur place, qui se sont trompés de métier. Allez, on va aller sur le terrain parce que notre reporter nous attend. C'est le feuilleton de cette mi-août aux États-Unis, l'exfiltration de Donald Trump de son avion présidentiel début juillet quand il a quitté le sommet de l'OTAN en Turquie par peur des menaces iraniennes. Justine, vous êtes toujours avec nous. C'est un feuilleton qui prend des allures de scandale aux États-Unis ? Oui, dans ce feuilleton, il y a une information qui obsède la presse américaine. C'est pourquoi 2 membres très importants du cabinet de Donald Trump ne l'ont pas suivi dans son avion militaire. Pourquoi Marco Rubio et Scott Bessent sont restés dans l'avion leur, dans le Air Force One, l'avion qui était visé par les menaces iraniennes. Eh bien, l'explication qui est avancée ici, elle tient à ce qu'on appelle la ligne de succession. En fait, c'est tout simplement, si le président décède, qui pourrait lui succéder ? Alors dans la ligne de succession, il y a d'abord le vice-président, J.D. Vance, ensuite il y a les 2 présidents des chambres du Congrès et juste derrière, en 4e et 5e position, il y a donc le secrétaire d'État, Marco Rubio, et le secrétaire au commerce, Scott Bessent. Et donc selon cette logique, c'est pour ça que les 2 hommes ont voyagé séparément de Donald Trump. D'ailleurs, en plateau, vous le savez peut-être, mais c'est la même règle qui s'applique lors du discours sur l'état de l'Union, le discours annuel du président au Capitole devant les membres du Congrès. Pendant ce discours, il est entouré de tous les membres du cabinet, sauf une personne qui est tenue à l'écart, en secret, qui est protégée par le Secret Service pour qu'en cas d'attaque, cette personne, elle prenne la succession du président. Et ici, on appelle cette personne le survivant désigné. Merci beaucoup, Justine. À quel point, Arthur, cette affaire peut secouer l'Amérique ?
Il y a un point qui peut, et potentiellement plus le National Service, c'est pourquoi cette affaire fuite autant. C'est une question de sécurité nationale avec des informations d'importance cruciale. On a des détails vraiment très précis sur cette opération et ça fuite. Et ce n'est pas la première fois depuis le retour de l'administration républicaine, de l'administration Trump à la Maison-Blanche, où des informations capitales qui relèvent à la fois de la sécurité du président américain, mais même de la sécurité des États-Unis d'Amérique ou de leurs forces armées, fuitent à ce point dans la presse. Là-dessus, il y a une réelle incompétence à pointer. Ensuite, sur les détails de cette opération, effectivement, les excuses ou en tout cas les explications données sur ces deux ministres qui ne seraient pas dans le même avion que Donald Trump, effectivement, pour prendre sa succession, il y a de très, très, très gros doutes sur leur véracité. Encore une fois, c'est largement un problème d'incompétence de cette administration américaine sur ces sujets de sécurité. Et c'est assez invraisemblable, effectivement. Une des questions, Grégory, c'est comment s'est fait la sélection de ceux qu'on a laissés dans l'avion présidentiel et de ceux qui sont partis avec Trump. Oui, parce qu'il y a donc les deux membres du cabinet qui sont restés, mais aussi des conseillers, Stephen Miller, mais aussi tous les journalistes qui suivent le président, et puis aussi le personnel d'Air Force One, les militaires, etc. Donc vous avez beaucoup de gens qui sont restés dans cet appareil. Je voudrais juste revenir sur les explications très intéressante de Justine à Washington et du Designated Survivor, pendant le discours sur l'état de l'Union au Capitole, vous avez un membre du cabinet qui est extrait pour être mis à l'écart, mais pour être mis à l'écart dans un lieu en sécurité. Pas pour être mis à l'écart dans un avion qui est censé être menacé par les Iraniens. Donc honnêtement, l'explication ne tient pas debout. Maintenant, sur les fuites, il y avait quand même beaucoup de monde dans cet avion qui est resté à bord, des conseillers, etc. Et je peux imaginer, alors peut-être pas Rubio, peut-être pas Bessent, mais vous êtes un conseiller politique d'un de ces membres du gouvernement, vous apprenez qu'on vous a laissé dans l'avion alors qu'il y avait une menace terroriste qu'il visait, vous êtes sans doute pas très content. Et d'ailleurs, les journalistes eux-mêmes qui ont été d'une part utilisés dans cet avion-leur et entre parenthèses ne couvrant pas, pendant 2 heures, ils ne savaient pas où était le président, ce qui est assez contraire au fonctionnement du pool qui suit la Maison-Blanche. Donc vous avez quand même beaucoup de gens qui ont pu être légitimement agacés de ce qui s'est déroulé. Dans l'avion Air Force One, il y avait aussi Caroline Leavitt, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, la porte-parole. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais qui a annoncé hier sa démission à la fin du mois pour s'occuper de ses 2 enfants. C'est une raison familiale et personnelle qui a été évoquée, mais je note néanmoins qu'elle faisait partie des gens qui ont été abandonnés à bord d'Air Force One. Et on écoute le président américain qui hier a confirmé donc cet événement. Pouvez-vous nous parler de votre trajet à bord du camion de restauration de l'aéroport en Turquie ? Pourquoi avez-vous dû faire cela ? C'est une décision des services secrets. Je me contente de suivre leurs consignes. Je m'en remets aux services secrets et à l'armée. Ils voulaient que je prenne un autre avion avec le même niveau de sécurité, alors je l'ai fait. Je fais ce qu'ils me disent. Pourquoi voulaient-ils que vous fassiez cela ? Je suppose qu'il y avait une menace. Je n'ai pas vraiment posé de questions. Je suis beaucoup menacé. Ça fonctionne comme ça, Vincent, le Secret Service décide et le président doit obéir ? Bah oui, le Secret Service a primauté effectivement sur les décisions qui sont prises lorsque le président des États-Unis est en danger. Le directeur du Secret Service s'appelle Sean Curran, c'est le même qui avait extrait donc Donald Trump du podium, vous savez, au moment lorsqu'il était candidat à la présidence des États-Unis, au moment de l'attentat de Butler, c'est l'homme qui avait fini vraiment physiquement par l'extraire et pour le ramener à la limousine à The Beast. Donc Sean Curran a pris la décision. Après, sur la sélection de qui va dans le caisson de catering ou pas, là je ne sais pas, c'est une décision certainement beaucoup plus politique. En tout cas, ce qui est choquant et ce qui choque les Américains, c'est qu'il a pris avec lui 3 membres de son cabinet, dont Nathalie Harpe, dit l'imprimante humaine, qui est la jeune femme, qui est une ancienne donc présentatrice de télé aux États-Unis, qui apparemment est extrêmement proche de lui. On voit beaucoup plus Nathalie Harpe auprès de Donald Trump que Melania en ce moment. Je ne peux pas, je dois sourire, Céline, mais alors on l'appelle l'imprimante humaine parce qu'elle se
contente souvent d'imprimer essentiellement des articles de presse qui sont favorables à Donald Trump. Vous avez Dan Scavino, vous savez, celui qui produit les vidéos. On a vu la vidéo du B2 avec la voix de Pavarotti qui chantait le grand air de Turandot, voilà, qui est un petit peu son âme damnée au sein de la Maison-Blanche, et puis son factotum qui gère le secrétariat particulier autour de lui à la Maison-Blanche. Et on laisse quand même le secrétaire d'État et conseiller national à la sécurité dans l'avion. Sur l'histoire de l'ordre de succession, enfin, de qui se moque-t-on ? Parce que dans l'ordre de succession, le numéro 2, donc là je me tourne... C'est J.D. Vance. C'est évidemment J.D. Vance. Et ensuite, donc, c'est le leader de la Chambre. Le plus âgé. Voilà. Et donc, ils ne sont que Rubio n'est que numéro 4 dans l'ordre de succession. Donc là, c'est vraiment un argument qui est totalement fallacieux, qui ne tient pas. Et on se moque du monde, et on se moque surtout de la presse américaine. Et les Iraniens se moquent aussi de la séquence. Regardez cet extrait de la télévision iranienne. Le transfert secret de Trump vers un autre appareil, effectué à l'aide d'un camion de ravitaillement, fait la une des médias du monde entier. Les participants au rassemblement nocturne y voient l'expression d'une crainte face à des ennemis cherchant à se venger pour la liberté du monde. Juste un point peut-être, Vincent, parce que ce sont les Israéliens qui ont alerté Washington d'une possible menace iranienne, le risque d'un tir sur l'appareil. Un homme aurait été vu avec un missile sol-air portable. Et puis on apprend aujourd'hui que la CIA n'y croyait pas. Mais finalement, c'est le Secret Service qui décide au final. Ouais. Il y a beaucoup de défiance en ce moment entre Mossad et CIA. Quand il y a de la défiance, alors effectivement, on ne croit pas nécessairement aux informations qui sont passées. Ça pouvait être une information qui pouvait effectivement, influencer les Américains, notamment dans une reprise éventuelle, dans des mesures de rétorsion contre l'Iran, et allant donc dans le sens d'une reprise des hostilités voulues par Netanyahou et par les Israéliens. Et puis finalement, la CIA a d'ailleurs jugé la menace peut-être crédible, mais pas suffisamment forte pour monter ce type de manipulation sur l'aéroport d'Ankara. Et finalement, c'est le Secret Service, effectivement, qui a pris la décision de cette opération qui est piteuse. Et on va revenir sur la propagande iranienne qui s'empare de cet événement et s'en donne à cœur joie, avec plusieurs vidéos. D'abord, une vidéo qui a été publiée sur le site de l'ambassade de l'Iran en Arménie, où on voit Donald Trump dans le camion de restauration dans lequel il a été exfiltré. Bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle. Bon, là, il est tout seul, donc c'est pas très réel. Et puis, regardez cette séquence qui ridiculise complètement le président américain. What is this mess? Stop it! This is ridiculous! Oh! Et toujours ces séquences aussi sur le modèle Lego, donc qui est une séquence qui refait le scénario de cette exfiltration, séquence donc de propagande iranienne. Voilà, Aline, donc la propagande iranienne s'en donne à cœur joie. Que sait-on de la menace réelle qui peut peser sur Donald Trump venant de l'Iran ? C'est quand même un des sujets importants, parce qu'il y a la question des fuites, la question de la considération de son cabinet, du lâchage peut-être des journalistes, des polémiques qui entourent cette occasion. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de nier tout de même une intention meurtrière du régime iranien à l'endroit du président des États-Unis. Il y a quand même énormément de documentation. C'est écrit sur les murs, comme dirait l'autre, à Téhéran. Il y a suffisamment de messages martiaux et d'intentions de la sorte. En voilà une, ça c'est une affiche qui est dans la capitale iranienne. Et par ailleurs, si je puis me permettre, on sait aussi, et notamment sur le sol américain, que beaucoup d'opposants et de dissidents iraniens sont sous le joug de menaces en permanence, de tentatives d'assassinat, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc on sait notamment que l'organisation de l'appareil sécuritaire iranien s'exporte aussi avec des intentions meurtrières sur certaines cibles
extrêmement régulièrement. Donc, au mois de juillet, alors qu'il y a une reprise des frappes à ce moment-là, que le président américain est sur le sol turc, soit à la frontière iranienne, c'est pas complètement de la science-fiction que d'envisager que oui, il y ait pu avoir des alertes de sécurité qui mènent le service de sécurité, donc finalement la seule institution américaine qui est capable d'imposer quoi que ce soit à Donald Trump, c'est-à-dire de prendre le dessus et de lui dire c'est nous qu'on décide et tu fais ce qu'on te dit. Ça, c'est sûr, c'est les seuls. Maintenant, c'est pas complètement un fantasme de républicains ou d'Israéliens que d'envisager que peut-être les Iraniens ont aussi, alors que les États-Unis ont quand même décapité le régime et ces alertes ont lieu depuis 2020 parce que les Américains ont accessoirement, si je puis me permettre de le rappeler, assassiné des hauts rangs, si ce n'est le plus grand militaire iranien. Donc ce type de menace est récurrente et avec de fortes intensités depuis 2020. Là, dans la période, on imagine assez aisément les services iraniens pouvoir organiser et se saisir de la position géographique du président américain pour mettre à exécution leur plan. C'est vrai, Grégory, que la menace, elle n'est pas nouvelle. Disons qu'elle ne date pas du début de la guerre en Iran. Non, depuis la liquidation du général Soleimani, la campagne présidentielle américaine de 2024, l'équipe de campagne de Trump avait fait état de menaces venant de l'Iran. Et puis depuis le 28 février, évidemment, l'opération militaire américano-israélienne, dans les premières heures, a tué l'ayatollah Khamenei, qui était le guide suprême, le chef politique et spirituel de cette République islamique. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, plus effectivement les affiches dans Téhéran, les discours appelant à la mort de Donald Trump. Hey, le terroriste, est-ce que tu es prêt à mourir ? Voilà le type d'affiche qu'on peut voir dans Téhéran. Une autre où Trump se fait visiblement étrangler par des mains iraniennes. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a la polémique, le côté un peu rocambolesque de l'exfiltration qui presque pourrait prêter à sourire, mais il ne faut pas négliger le fait que Trump est sans doute l'homme le mieux protégé du monde, mais aussi l'un des plus menacés. Et puis, sans lien avec l'Iran a priori, il a quand même été l'objet de au moins 5 tentatives d'attentats. Donc, voilà, évidemment, il ne faut pas négliger tout ça. Et c'est vrai qu'on comprend, Vanessa Billard-Schaeffer, avec tous ces éléments de contexte, que la sécurité soit une des préoccupations principales du président américain. Premièrement, quand le secret de service prend une décision, personne ne discute la décision qui est prise, surtout dans l'urgence et dans la nécessité d'agir. Je suis absolument pas choquée qu'ils aient pris ce type de mesures, même dans le doute, autant agir comme si un danger était certain. Deuxièmement, je ne vois pas les ministres de Trump se plaindre « Oh, on nous a laissés sur le tarmac, etc. » On sait très bien que la personne qu'il faut protéger en premier est le président et ensuite les seconds rangs. C'est comme dans l'armée et je ne les vois pas aller se plaindre en disant « voyez, on m'a laissé, etc. » Maintenant, moi, ce que j'ai pensé un petit peu plus sobrement, et pour connaître quand même la faculté de Trump à faire la communication, c'est que ça permet de remettre une tension sur le fait qu'effectivement, il serait en danger, et qu'effectivement, après les actes alors, est-ce que ce sont des actes de guerre ou d'autres qu'on pourrait qualifier autrement, parce qu'il y a eu des atteintes quand même assez sévères sur les représentants de l'Iran et sur des méthodes qui, notamment dans les premières heures du conflit, des attaques avec des pagers, etc., qui font que quand même on est allé dans un niveau de violence et un niveau de non-respect des règles de l'engagement militaire qui fait que, entre guillemets, tout est permis. Donc, s'il y a une menace sur le président, il est normal que le secret de service fasse le nécessaire. Après, ce sont des cancans, des répétitions, des moqueries, etc., qui sont de l'ordre du bac à sable. Hein. On est quand même dans un conflit international et qui est sanglant. Et je trouve d'ailleurs, excusez-moi, mais que de passer en boucle les affiches de Trump en train d'être étranglé et allongé relève plutôt du réseau social que du journalisme de qualité.
Alors, je pense pas qu'il soit pardonnez-moi, nécessaire mais je pense qu'on peut dire qu'on ne passe pas du tout ces images en boucle, pas du tout. D'ailleurs, ça met les gens, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de personnes âgées autour de moi, ça les met dans des états émotionnels pas possibles, dans un stress absolu. Alors, ça peut être Trump, mais demain, ça peut être d'autres images. Il faut quand même peut-être garder une petite modération pour qu'on garde notre santé mentale à tous. Ouais, voilà. Mais les images en boucle, c'est effectivement sur les réseaux sociaux, on ne passe pas ces images en boucle. Ben oui, mais quand on regarde LCI, c'est justement parce qu'on ne veut pas regarder les réseaux sociaux. Madame Bierscheffer, comment pouvez-vous défendre le fait qu'on ait laissé décoller cet avion ? S'il n'y avait pas de danger pour la presse et pour M. Rubio, etc., pourquoi M. Trump a changé d'avion ? Comment pouvez-vous défendre pouvez-vous défendre je veux dire, il était simple quand même de bloquer cet avion, Je vais vous répondre, monsieur. Je vous vais répondre. J'étais pas là-bas. Je suis pas du secret de service. Je suis pas la CIA. Je suis pas au Mossad. Je suis une simple membre des partis républicains américains en France. Donc j'ai pas les données. Oui, mais vous défendez le fait moi personnellement, je ne vais pas juger. La vie de citoyens américains en danger ce jour-là, le 8 juillet, au soir. Non, le secret de service a pris une décision. Et s'il a pris cette décision-là, c'est qu'il y avait des motifs de la prendre. Moi, monsieur, quand il y a un chef, je suis pas toujours en train de critiquer le chef, en train de dire il a pris une mauvaise décision, il aurait dû, il y a qu'à Faucon. Voyez, j'y étais pas, je sais pas. Allez, on avance. Je n'ai aucune information, aucun fait qui peut me dire que c'était une bonne ou une mauvaise. Et quand bien même j'aurais des informations. En direct avec nous. Merci beaucoup. Je salue notre invité qui nous a rejoint. Bonjour Pascal Drouot, vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Vous êtes avec nous parce qu'on va parler maintenant de Cuba. Est-ce que Donald Trump va remettre Cuba dans son viseur ? On va écouter d'abord ce qu'en dit Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Et concernant Cuba, le président affirme que ce pays sera le prochain sur la liste. Y aura-t-il une intervention militaire ? Comme je l'ai déjà dit, et je pense que vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres cas, toutes les options sont sur la table, y compris les options militaires. Et je pense que Cuba ferait bien de prendre en compte la volonté du président Trump de faire valoir les prérogatives stratégiques américaines. Il n'y a assurément pas d'adversaire à la hauteur des États-Unis d'Amérique. Et si l'on considère ce que l'influence étrangère a pu accomplir dans notre hémisphère, cela a été assez minime. Est-ce qu'on est du côté américain dans une stratégie de pression ou vraiment dans un risque réel, une menace réelle d'intervention militaire à Cuba ? On est véritablement dans une stratégie de pression maximale. C'est même le terme officiel qui est utilisé par Washington. Oui, bien évidemment, Cuba est soumis à une pression de différents ordres. Sur le plan politique, on l'a vu d'ailleurs avec la mise en examen, l'inculpation de Raúl Castro, qui a été la dernière grande figure emblématique après le départ de son frère Fidel à Cuba. Il a été pendant 49 ans le ministre de la Défense, il a succédé à Fidel Castro après 2008. Bref, sur le plan politique, sur le plan économique, bien évidemment, Cuba, nous le savons tous, vit des coupures d'électricité extrêmement fortes. Les centrales ne fonctionnent plus, notamment celle de Matanzas, que je connais bien, à côté de la Havane. Il y a cet étranglement économique, et puis évidemment, il y a la volonté de couper Cuba du reste du monde. Cuba, et nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment avec Vincent Crouzet, Cuba c'est un symbole, mais Cuba c'est aussi une plateforme internationale. C'est un pays qui est le pays au monde qui a le plus de représentation diplomatique sur son sol, c'est Cuba, et qui a entretenu des liens avec, notamment ces dernières années, avec des pays qui s'inscrivaient dans ce sud global, dans une approche alternative à la gouvernance mondiale qui est née de 1945 et qui évidemment ne correspond absolument pas et absolument plus à l'approche portée par Washington. Alors quel est l'objectif de Trump avec cette stratégie de pression sur Cuba ? Étrangler, faire chuter. C'est très simple. Et cette stratégie le fait de contenir et ensuite le rollback, de refouler, de provoquer un changement de régime, il se vérifie un peu partout en Amérique latine. Cuba, c'est considéré désormais, depuis le début de l'année, avec un executive order de Donald Trump, comme une menace immédiate.
c'est une menace immédiate, notamment en termes de renseignement. Cuba est une plateforme extrêmement importante, 18 bases installées sur le sol, dont 3 bases chinoises, 2 bases russes historiques qui datent de l'époque de la guerre froide. Pourquoi Cuba? Nous sommes à 300 km de Miami, à peine 130 de Key West, où se tiennent le QG, le commandement des forces centrales des forces américaines, mais également le commandement des forces américaines pour le continent latino-américain. Et à 300 km de Mar-a-Lago. En plus. À peu près. Voilà. Donc nous sommes... Cuba, c'est un symbole fort. Ça a été le symbole d'une projection du monde. Je vous rappelle les interventions, notamment en Afrique, en Angola, dans les années 70. Projection sur le continent latino-américain. C'est un mythe. Et bien évidemment, c'est aujourd'hui un énorme caillou dans la chaussure de Donald Trump. On va regarder, Général, ces images satellites d'avions américains près de Cuba. Ça fait partie, ça, de la stratégie de pression ? De toute façon, ce qui vient d'être dit montre exactement que Cuba est une cible. Alors maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? C'est la question, parce que on a beaucoup parlé d'intervention militaire dans les mois derniers. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. On a toujours le double discours habituel. On sait que Rubio est très intéressé, semble-t-il, pour que Cuba change finalement de régime. Et puis, on a remis des sanctions du côté américain, je crois, autour de Cuba, si je ne me trompe pas. Donc, il ne doit pas arranger les choses. Donc voilà. Et puis, il y a une forte minorité importante aux États-Unis de votants d'origine cubaine. Ça peut être aussi joué dans le cadre des élections futures. Voilà, donc tout ceci étant mis, est-ce que ça peut aller plus loin ? Moi, je ne crois pas, parce que à force de pratiquer du Trump, même si c'est pas toujours évident, j'ai quand même l'impression qu'ils cherchent pas vraiment l'affrontement. S'ils peuvent avoir leur même résultat sans engager des moyens supérieurs, y compris militaires, ils le font. Rappelons-nous quand même qu'il y avait un porte-avions qui se promenait pas loin de Cuba, et puis finalement, ça a disparu, on est passé à autre chose. Donc on est plutôt dans l'intimidation, ce que vous avez dit il y a quelques instants, je partage tout à fait ce point de vue, mais avec quand même l'espoir que ça change. Et peut-être que, vu les conditions économiques de Cuba, et les conditions de vie de la population, peut-être que ce changement peut se faire peut-être gentiment, naturellement. Alors je ne sais pas par contre s'il y a des investissements américains très forts aujourd'hui à Cuba, parce que j'ai cru lire que c'était... Effectivement, il y avait des investissements américains en cours. Alors par contre, j'ai pas trop d'éléments. Peut-être que vous en avez. Oui. Alors pour compléter, mon général, dans la région des Caraïbes, depuis 1 an, une opération militaire est en cours, américaine, Lance du Sud. Lance du Sud, c'est une véritable armada qui a pour objectif de couper les routes du narcotrafic, officiellement, c'est l'objectif en tout cas qui est fixé, et qui a bien évidemment en arrière-fond des objectifs politiques. On l'a vu en début d'année avec l'opération menée contre Nicolas Maduro, qui est une des conséquences de cette présence militaire très forte dans la région des Caraïbes. Les investissements américains à Cuba, non, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que les règles, pour le coup, juridiques, sont extrêmement fortes. Je pense notamment à la loi Helms-Burton qui poursuit tous ceux qui investissent à Cuba et qui tombent sous le coup de la loi américaine. Mais en effet, vous avez raison, Cuba est soumis à une pression, mais depuis des années, mais particulièrement depuis quelques mois, très forte sur le plan donc économique. Les dernières grandes entreprises, notamment espagnoles dans le domaine de l'hôtellerie, le tourisme a été extrêmement important pour Cuba ces dernières années, viennent de partir. Ceci étant, attention, l'économie cubaine, elle est en fait gérée par un conglomérat qui est dirigé par les militaires, qui s'appelle GAESA, qui représente la vraie force économique et qui est véritablement l'assise de protection et de renforcement du régime. Vincent, je rappelle les mots de Trump, c'était au mois de janvier. Cuba représente une menace extraordinaire dans la tête de Trump. Quelle menace représente Cuba ? Alors Pascal, qui est vraiment l'un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine, que je salue, avec lequel j'ai fait un peu de terrain à une époque, a parlé notamment des 3 bases chinoises et des 2 bases russes d'interception électronique. Il faut bien comprendre que depuis la base de Lourdes, où il y a 4000 de techniciens ingénieurs russes, le renseignement russe capte 75% de son renseignement aux États-Unis, le capte depuis cette base d'interception, ce qui est considéré
considérable. Donc effectivement, sans cette base-là, les Russes seraient un peu plus aveugles sur le territoire américain. Ensuite, en termes de menaces militaires, non, parce que c'est 50 000 hommes en armes, à peu près autant de réservistes, certes 1 million de paramilitaires, mais avec très peu d'armes, une vingtaine de chasseurs-intercepteurs, en plus ce sont des vieux MiG, on ne connaît pas en plus leurs conditions opérationnelles, une dizaine d'hélicoptères. Donc militairement, ils n'ont pas les moyens de faire face à l'armada américaine. En mai dernier, le directeur de la CIA s'était déplacé à Cuba, à Lynn, et il avait dit qu'il est possible d'avoir un dialogue entre Cuba et les États-Unis si Cuba fait des changements fondamentaux. C'est quoi les changements attendus par les Américains ? Leurs alliances, le traitement de leurs renseignements, enfin tout ce qui a été évoqué. Mais après, c'est une phrase tellement elliptique comparé à quand même ce qui est documenté, c'est que il y a un enjeu c'est le sujet, le dossier fétiche de Marco Rubio. Enfin, il y a une attention particulière qui est portée de cette partie-là de l'administration américaine pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de symboles aussi. Enfin, et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, Cuba, c'est le symbole de ce qui peut rester d'influence post-soviétique dans la région et qui ne convient pas à toute une partie de cette administration. Ensuite, il y a en effet une guerre qui est absolument déclarée et ouverte contre le narcotrafic et Cuba s'inscrit dans ce maillage-là. On va parler probablement de Colombie, etc. Oui. Donc il y a des alliances extrêmement fortes qui se lient et qui se tissent en ce moment entre Washington et une partie de l'Amérique latine, que ce soit en Argentine, que ce soit en Colombie, et un des cailloux dans la chaussure de ce maillage qui a décidé une guerre absolue au narcotrafic, il y a Cuba qui ne s'inscrit pas là-dedans. Donc ça, c'est sur le chemin de cette guerre déclarée, et là effectivement il y a menace absolue avec une résolution qui pourrait s'envisager aussi façon Maduro. Il y a une palette d'interventions possibles, mais je serais le régime cubain, oui, je serais un petit peu inquiet en ce moment. On va parler de la Colombie justement, et on écoute le nouveau président cubain investi il y a 4 jours. Colombien, pardon. J'adresse un message ferme au peuple colombien. Le temps du rétablissement de l'ordre, de l'autorité et de la liberté a commencé. Je réaffirme mon intention de vaincre sans répit le narcoterrorisme et toutes les organisations criminelles qui menacent la liberté de la Colombie. Voilà, un Trumpiste, et on a appris que la Colombie a autorisé les États-Unis à mener des actions conjointes contre le narcotrafic. Oui, tout à fait. Abelardo de la Espriella, il a été élu le 21 juin dernier. Il vient de prendre ses fonctions le 7 août. Il a été élu sur, c'est ça qu'il faut bien comprendre, sur un programme qui vise à restaurer l'autorité de l'État. Et en Colombie, premier producteur de cocaïne au monde. Et dans toute cette frange de l'Amérique latine, la problématique de la sécurité est vraiment le sujet de fond pour la population. Et nous le savons tous, l'insécurité, elle frappe les plus faibles, les plus fragiles sur le plan social, c'est-à-dire la moitié de la population colombienne. 50 millions, vous avez 25 millions de personnes qui vivent dans des conditions de difficulté au quotidien. Donc le message de Abelardo de la Espriella, qui s'est inscrit à la suite de celui de Gustavo Petro, le président sortant ces 4 dernières années, qui vient d'une ancienne guérilla, le M19, qui vient de ce mouvement de nouvelle gauche qui a gouverné la majorité des pays d'Amérique du Sud, 13 pays. Dans les 13, je compte la France, qui est présente en Amérique du Sud, 33 l'ensemble Amérique latine, Caraïbes. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette nouvelle gauche, et aujourd'hui il y a une inversion, une alternance à l'envers, avec l'arrivée d'une nouvelle droite. Abelardo de la Espriella, il représente avec splendeur ce nouveau mouvement, avec un style détonnant. Il était inconnu il y a encore un an. C'est un avocat qui a, comme Javier Milei en Argentine, comme Nayib Bukele évidemment au Salvador, utilise énormément les réseaux, à une communication digitale extrêmement importante, et axe leur discours sur la sécurité. La sécurité, affirme-t-il, est la première condition à la liberté.
Donc nous devons nous focaliser sur ça. Alors évidemment, ça répond à ce que recherche Washington, qui a axé ses priorités sur 2 domaines avec l'Amérique latine, l'immigration. 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela ces 10 dernières années pour rejoindre le nord, le centre et le sud, c'est énorme. Et évidemment, la lutte contre le narco. Je rappellerai juste que pour Donald Trump, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud fait partie de son jardin. Enfin, on a souvent évoqué ici la doctrine Monroe, rebaptisée doctrine Donroe pour reprendre le prénom du président américain. Et puis juste un détail, rappelons que les Américains ont une base navale à Cuba, à Guantanamo. Alors il y a quelques centaines encore de marins américains qui sont dans cette toute petite enclave. Je crois que le territoire est loué à Cuba depuis plusieurs dizaines d'années, avec le centre de détention qu'on connaît. Mais donc les Américains ont déjà un tout petit pied à Cuba. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir accompagné pour l'animation de cette émission.